Voilà, entre-temps, notre deuxième invitée, la sénatrice de la Nièvre, Nadia Sollogoub, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du groupe d'amitié France-Ukraine et vous êtes vous-même d'origine russo-ukrainienne. Et d'ailleurs, je vous ai entendu parler sur le sujet avec Monsieur Berg en russe. N'est-ce pas? Et voilà, vous êtes russophones tous les deux, c'est incroyable, ils se sont parlé en russe. On va pas faire la suite de l'émission en russe. Non, on ne va pas faire la suite de l'émission en russe. On vient de voir ce camping il y a un an et aujourd'hui, un camping en Touraine qui accueille des réfugiés. On voit le profil de ces réfugiés qui a évolué. Vous-même, vous les côtoyez, ces réfugiés, dans la Nièvre et ailleurs. Quel est-il, ce profil de réfugiés? Combien sont-ils aujourd'hui? Et quel est leur avenir? Alors, combien sont-ils? C'est difficile à dire. Moi, j'habite dans un territoire rural de la Nièvre. Donc, difficile à compter finalement parce qu'il y en a qui sont arrivés par la filière officielle. Ils ont été réfugiés, pris en charge par la préfecture qui les a installés. Et puis, d'autres qui sont arrivés dans leur famille, les amis. Et on a y compris, tout de suite au début, un groupe de commerçants qui ont écouté seulement leur cœur, qui ont pris des véhicules et qui sont allés chercher à la frontière polonaise des femmes et des enfants qu'ils ont ramenés. Et certains sont repartis, ils ne préviennent pas toujours quand ils repartent. Donc voilà, on sait pas toujours bien les suivre. Voilà. Eux, ils savent à peu près, ils ont fait des boucles. WhatsApp. Ils s'installent dans des familles et ensuite ils repartent? Alors parfois c'est des logements communaux aussi, les municipalités qui mettent à disposition des logements. Et puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours depuis un an? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Et puis maintenant, ceux qui restent, ça dure. Et un élément marquant, c'est la scolarisation des enfants. C'est le véritable enjeu maintenant. Je pense. Ils ont déjà commencé à être scolarisés, j'imagine, au début en septembre. Oui. Mais quels sont leurs nouveaux besoins à ces réfugiés après avoir déjà passé donc un an sur le territoire français? Alors, les nouveaux besoins, besoin de faire des choix, en fait, de prendre des décisions. De même qu'ils ont dû prendre des décisions très rapidement. Quand la guerre s'est déclarée avec cette violence, ils se sont retrouvés à un moment de bascule. On reste, on part, qui part, quelle partie de la famille part, où, comment. Ils ont appris le français en un an? Alors les enfants, oui, les adultes, pas tant que ça. Hein. Les mamans, oui, les mamans difficiles, surtout que maintenant on a tellement des outils faciles qu'ils fonctionnent toujours avec le traducteur. Mais les enfants, généralement, sont des très bons élèves. Il y a beaucoup plus de femmes il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, puisque les hommes sont au front. Oui, c'est logique. Les hommes n'avaient pas le droit de sortir. Il y avait quelques cas dérogatoires, les pères de familles nombreuses ou situations de handicap ou cas de santé, mais on a vraiment vu arriver des femmes et des enfants. Et parfois, les papas sont plus là maintenant. On parlait des nouveaux besoins, justement, un an après. De quoi ont besoin ces familles? De logements plus pérennes, j'imagine, après être passées par des familles d'accueil? Non, je parle de ce que je connais. Hein. Ils sont plutôt pas mal installés. Surtout, ils ont été incroyables parce que même en parlant pas très bien le français, elles ont tout de suite bossé. Elles sont arrivées en disant on veut rien devoir à personne, on veut pas d'argent, on veut travailler, y compris des femmes qui avaient des situations professionnelles intéressantes et qui se sont trouvées à faire absolument tout ce qu'on leur proposait sans rechigner. Et on a le cas, je pense à une famille, une jeune maman, le papa a été tué au front et du coup elle pensait vraiment repartir. Ils se sont dit on arrive mais quelques semaines là on bosse, on se dépanne et puis on repartira. Et là maintenant elle commence à dire qu'elle va rester parce que l'enfant est bien scolarisé. Et c'est le plus important. Madame la sénatrice, vous parlez de la solidarité qui a fonctionné, dont on a encore besoin. Qu'est-ce que vous craignez? Est-ce que vous craignez un effritement dans l'opinion? Parce qu'on voit que les sondages sont importants. On voit que ça commence à diminuer le soutien à l'Ukraine. Et pourtant, on a besoin de cette solidarité-là. Oui. Comment vous le percevez? Est-ce que vous êtes inquiète? Et quel est votre message, au fond, sur cette notion de solidarité et de soutien à l'Ukraine? Oui, alors le message, en effet, vous avez parfaitement raison, non seulement parce que la guerre use un peu tout le monde. D'abord, c'est insupportable, donc on ne peut pas non plus... Compris pour ces familles qui sont là, qui ont perdu peut-être leur mari, leur père, leur grand-père, peut-être, enfin en tout cas des proches. Alors, tous ceux qui font partie du premier cercle qui les accueille, ces gens-là ne se lassent pas, parce qu'on continue. Et puis en plus, comme ils ont pris une sorte d'autonomie financière, pratiquement tout le monde travaille. Donc voilà, mais le premier cercle, je pense que ne se lasse pas. Par contre, l'opinion publique en général, autant avant, quand on disait on a besoin de médicaments, on a besoin de couverture, on était bordé par une avalanche de n'importe quoi.
quoi. Mais maintenant, si on dit qu'on a besoin de quelque chose, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, oui, c'est sûr que c'est passé à l'arrière-plan. Dans une période charnière, parce que ça va durer, on le sait, on l'a évoqué avec Eugène Berg, ça va encore durer sans doute plusieurs mois, voire quelques années encore. Il va falloir tenir dans la durée, c'est le plus difficile? Oui, je pense que c'est le plus difficile. C'est là qu'il y a vraiment un enjeu. Alors, il y a une deuxième difficulté. Non seulement maintenir le soutien à un niveau constant pour que les Ukrainiens, d'une façon générale, se sentent soutenus. Je disais, vous évoquiez le fait que je parle russe, et en fait, j'avais du mal à comprendre l'ukrainien au début, qui ressemble plus au polonais. Et il y a un mot qui revenait tout le temps, chaque fois qu'on reçoit une délégation. Donc maintenant, je sais dire soutien en ukrainien. C'est pitrimka, pitrimka, pitrimka. Dans toutes les phrases, ça revenait, ce mot soutien. Et donc, en russe? Alors en russe, je ne saurais pas le dire. Je sais le dire qu'en ukrainien. Je ne sais le dire. Ça n'existe pas. Si, on a oui. besoin de soutien. Pas de quelque chose, oui, ça doit être cette racine-là. Mais pitrimka, voilà, ça revenait tout le temps. Donc ce mot de soutien, il est essentiel. Parfois même c'est du soutien symbolique, mais eux ils tiendront pas si on leur donne pas ce message. Est-ce que vous sentez sur le terrain une conscience nationale ukrainienne qui s'est forgée, qui n'existait pas forcément auparavant? Chez les Ukrainiens? Chez les Ukrainiens. Ah oui, oui, en plus, oui. Vous êtes déplacé avec le président Larcher à Kiev. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois, juste à 1 an d'intervalle, en juillet 2021 avec une délégation parlementaire, donc juste avant le conflit vraiment chaud, et puis en juillet 2022 avec le président Larcher. Donc vraiment, on a fait la différence. Et oui, les Ukrainiens se sont fédérés, se sont dressés, et ils ont épaté tout le monde, parce qu'il y a 1 an, on était tous persuadés que ça durerait quelques jours. Jamais on n'aurait imaginé qu'1 an après, ils seraient toujours là et avec une telle vigueur. Et quand on parlait des enjeux et de quoi ils ont besoin, et je disais que c'était l'heure des choix, à mon avis, enfin j'entends de plus en plus dire dans les gens que je côtoie qu'il y a un vrai enjeu. Si ça dure vraiment, qui va retourner reconstruire l'Ukraine? Parce que leurs élites sont parties, mais leurs forces vives sont parties. Et si ça dure vraiment, qui va revenir en Ukraine? Là, il y a vraiment un enjeu. Certaines élites sont en France? Oui, certaines élites sont en France. Et puis même pas que les élites, les forces vives. Et qui reviendra? Parce que si ça devait durer encore... Même déjà, là, au bout d'1 an, ceux qui étaient tellement persuadés de venir pour peu de temps commencent à basculer, à se dire finalement, la famille en manque un bout, on n'a plus de maison, on commence à bosser ici. Et ça, c'est seulement les enfants, un an après. Ça risque peut-être de durer. En tout cas, on en voit beaucoup de ces femmes, de ces enfants qui sont scolarisés, notamment en Bretagne. Chez vous, Hubert, nous avons reçu un sujet de TBO à ce sujet, tout frais. Regardez. Cela fait 1 an que la Russie a lancé son invasion en Ukraine, déplaçant plus d'1/4 de la population ukrainienne selon les Nations Unies. Parmi ces familles, celle de Anna, qui a décidé de fuir avec ses enfants et ses beaux-parents, en laissant tout derrière elle. Nous restons ici car nous n'avons pas d'autre solution. Le mari de Anna est resté en Ukraine, ne pouvant pas quitter le pays, mais essaye de rester en contact avec sa famille le plus souvent possible. Nous avons peur. Il va bien, mais nous lui manquons. Et il nous manque aussi. Je veux retourner en Ukraine, bien sûr. Parce qu'il y a toute ma vie en Ukraine. Mon mari, mon père qui sont restés avec ma mère. Là-bas, j'étais heureuse. Je pense qu'il est très important pour moi de vivre en Ukraine. Arrivée depuis 4 mois, Anna avoue qu'il est difficile pour elle de s'intégrer, mais essaye de faire de son mieux, notamment en cherchant un travail dans la restauration. La jeune mère peut tout de même compter sur le soutien de sa voisine et amie Ola, qui également fut l'Ukraine avec sa fille et son mari. Actuellement, mon mari et moi étudions. Moi, j'apprends le français et je voudrais apprendre un nouveau métier comme être cuisinière. En Ukraine, je travaille dans une usine métallurgique. Un changement de statut social pour ces familles qui étaient issues de la classe moyenne et dont la vie a été bouleversée par la guerre. Voilà, on entend bien que les plus jeunes commencent vraiment à s'intégrer, à apprendre le français, ce qui est moins le cas des plus âgés. Pas si âgés que ça, mais voilà. Pour les adultes. Aux adultes. Nadia Sologub, oui, parce qu'on l'a dit en début d'émission, mais vous êtes d'origine russo-ukrainienne. Comment vous le vivez au-delà de votre fonction de sénatrice et d'élue? Simplement, voilà, ça doit vous toucher peut-être plus que nous autour de la table.
Alors, je ne peux pas parler d'un drame parce qu'à côté de ce que vivent les Ukrainiens, évidemment, mais ça a été une rupture familiale vraiment difficile. En fait, on est presque content que notre père soit décédé parce que lui, il avait une mère russe, un père ukrainien, très, très attaché à ses origines. Et il est impensable qu'on ait honte d'être russe. Et en même temps, on se sent tellement attaché à soutenir les Ukrainiens. Et voilà, c'est vrai, on est, avec mon frère et ma sœur, on est vraiment coupés en deux et on refuse ça. Nous, on a connu dans notre enfance des gens qui étaient unis. Et là, j'entends de plus en plus, puis j'ai des amis ukrainiens qui m'ont basculé des choses aujourd'hui. Maintenant, c'est la rupture. Ils rejettent totalement ce qui ressemble à... Est-ce que vous pensez qu'une réconciliation serait quand même possible à terme? Moi, j'ai toujours espéré ça, mais maintenant, je pense que c'est totalement impossible. Même parler quelques mots de russe, avant, je pouvais arriver et dire « excusez-moi, je ne parle pas ukrainien », mais alors maintenant, c'est presque leur faire insulte. Hein, c'est vraiment compliqué. Ah oui, maintenant, vous vous abstenez même de parler russe devant des Ukrainiens pour éviter de les choquer. Alors, dans les bibliothèques à Kharkiv, avant, on empruntait un tiers d'ouvrage en russe, c'est que maintenant, c'est terminé. Mais ils parlaient tous russe. Je crois que le président Zelensky, il était russophone. Sa mère était russe. Il a étudié en Russie. Oui. Ils parlent tous le russe. Ceux qui sont en France l'acceptent. Je leur dis, excusez-moi, c'est pour vous dépanner, vous renseigner. Oui. Bon, ils acceptent. Mais là-bas, quand on y est allé avec le président Larcher, il y a quelques mots de russe qui m'ont échappé. Tout de suite, tout le monde s'est retourné en me disant, ah là, faites pas ça. Et à chaque réunion, il était bien indiqué, langue utilisée, anglais. Vous avez rencontré le président Zelensky à l'occasion du voyage? Oui, j'ai pu. Quelle impression il vous a donné, cet homme-là? Vous avez échangé en russe, du coup? D'abord, j'ai rien osé dire. J'ai vraiment laissé le président Larcher échanger avec lui. Et vous le connaissiez avant? Vous en aviez entendu parler? Du président Zelensky? Quand il était comique? Non, à cette époque-là, non. Par contre, en 2021, alors, revenons sur les déjà président. Oui. Alors, revenons. La question, oui, quand vous l'avez rencontré, quelle impression il vous a laissé? D'un homme épuisé, déjà. Donc je ne sais même pas comment on tient dans cet état de fatigue permanente, cette tension permanente. Oui. Il était épuisé avec un œil très vif. Enfin, moi, je parle d'une façon simple, mais voilà, je voyais tellement cette lassitude. Et puis, quand le président Larcher lui glissait des idées, je voyais son œil qui s'allumait. Il a l'air de réfléchir très vite, cet homme-là. Il vous a impressionné? Alors, pas physiquement, pas du tout. J'ai trouvé que c'était un tout petit monsieur. Justement, j'étais un peu déçue. Mais par contre, oui, sa vivacité d'esprit. Et puis, c'est quand même extraordinaire, même si ça dure que quelques minutes, de se retrouver en face du président Larcher, qui est aussi un grand stratège et qui venait lui apporter conseil. Et puis, le président Zelensky, qui écoutait avec intérêt tous les conseils qu'il pouvait lui donner. Donc, c'était vraiment... j'ai pensé que c'était un des plus grands moments de ma vie, quand même. En tout cas, quand on vous écoute, on voit bien que la réconciliation à laquelle faisait allusion Julien, ça va être très, très compliqué, parce que là, il y a un vrai rejet côté ukrainien de tout ce qui vient de la Russie. Oui, et au tout début... Vous qui êtes concerné au premier chef, on voit bien votre dilemme aujourd'hui. Ah oui, mais on restera russe, de toute manière, ça, on en aura... Je refuse d'en avoir honte, mais au tout début de la guerre, on a tellement espéré, et puis dans les élites russes qui ont été, pour certaines, extrêmement courageuses, qui se sont dressées. D'ailleurs, au tout début, notre espoir est venu du peuple russe. On se disait, mais ils ne vont jamais accepter ça, ils vont se dresser, et puis tout ça va s'arrêter. Et puis maintenant... Justement, cette population russe que vous fréquentez peut-être encore en France? Non, pas, un petit peu, non, mais pas... Parce qu'on a du mal à percevoir, en effet, on nous dit majoritairement la population russe soutient Vladimir Poutine. Les Russes en France, est-ce que c'est exactement la même chose? Parce que c'est une population qui est forcément peut-être pas la plus représentative de la Russie. Difficile. Est-ce que vous avez des éléments sur la façon dont il est perçu, Vladimir Poutine? Alors, moi, ceux que je pourrais fréquenter en France, c'est déjà la deuxième ou la troisième génération. Hein, donc, on est quand même on n'est plus très russe, à vrai dire. Non, j'ai pas de contact en France parce que dans la Nièvre, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y a une dame, pourtant, qui est d'origine russe et surtout, je l'ai tout de suite sollicitée au début en lui disant, écoute, aide-nous à traduire un petit peu. J'ai senti qu'elle se mettait en retrait. Elle m'a dit, moi, pour aider les cochons d'Ukrainiens... Ah oui, carrément. Elle vous a parlé comme ça. Oui, c'est compliqué. Hein, Puis bon, en même temps, on ne peut pas leur reprocher d'être patriote. Quel est votre sentiment sur la population russe, que je le disais, sur le soutien en Russie à Vladimir Poutine? Est-ce que vous lisez la presse russe, en tout cas la propagande russe? Est-ce que vous avez quelques documents? Les derniers sondages étaient plutôt favorables. Ça ne faiblit pas?
Moi, je pense, on a cru au moment de cette vague de mobilisation que les Russes, tant que ça les dérangeait pas trop, ils essayent de mener une vie à peu près normale, voilà, tant que ça les ennuyait pas. Et puis le jour où il a fallu enrôler leurs enfants et que c'est leur propre fils qui arrête leurs études et qui partent, là, ça les a chatouillés un peu. Mais en fait, des Ukrainiens me disaient, les Russes détestent encore plus les Ukrainiens. Ils n'ont pas dit, maintenant on jette les ponts, on arrête tout. Maintenant, ils se détestent profondément. Cristallisation de la haine. Et puis, il y a eu des drames des deux côtés, parce que le hachoir à viande, je ne vois pas comment on peut se réconcilier derrière ça. Oui. Alors justement, à propos des drames, certains sont allés les voir, notamment à Tours. Il y a beaucoup d'habitants de Tours qui sont allés directement sur le front pour rapporter, pour aider aussi les Ukrainiens. Regardez ce reportage qui nous vient de TV Tours. Cela fait 6 mois qu'il est rentré, mais ses souvenirs sont encore très vifs. Il y a eu des combats dans ces rues. Et donc là, les Russes, ils se trouvent à quelques kilomètres. Grâce aux nombreuses vidéos qu'il a tournées, Baptiste Dubanchet peut témoigner de ce qu'il a vu en Ukraine. Dès le début du conflit, il est allé là-bas pour aider les populations locales et évacuer des familles. Quelque chose qui m'a marqué, c'est de voir vraiment la solidarité en Ukraine, où les gens en fait s'entraident. On arrivait à 2h du matin dans un village, on a un coup de téléphone, 20 minutes plus tard, on avait une maison qui s'ouvrait avec des plats chauds pour tout le monde, des canapés. Les gens se sont très très bien organisés en fait pour évacuer. Parti en voiture de France, il a ramené des Ukrainiens avec lui. Des rencontres marquantes pour ce Tourangeau de 34 ans qui l'ont poussé à retourner sur place à 2 autres reprises. D'abord 2 semaines, puis 2 mois. À chaque fois que je revenais, c'était avec des femmes et des enfants, mais en fait, on disait au revoir aux hommes et on ne savait pas si, même eux, se posaient la question s'ils allaient revoir à la fois les femmes, les enfants. Donc oui, on y retourne pour soutenir les gens. Le quotidien des maris partis au combat, il l'a vu aussi, car Baptiste a pénétré loin dans le pays jusqu'à Zaporijjia, une ville très proche du front. Quand on se déplaçait, on est à 5-6 mètres de distance pour éviter d'être une cible. Si on est tous regroupés, forcément, ils vont... Une fois sur le front où je trouvais qu'on allait beaucoup trop loin en fait et ça devenait dangereux. Ils voulaient me montrer les Russes aussi, me dire voilà là derrière cet arbre sont des Russes et ils me montraient tout ce que les Russes avaient fait, les garages explosés, les poulaillers, les maisons où il y avait des morts. Ils me disaient ici il y a tant de personnes qui sont mortes ici. Ils me montraient tout. Des images de guerre qui restent gravées dans sa tête, heureusement aux côtés de souvenirs plus joyeux. La vie, elle continue malgré la guerre, quoi. Donc, j'étais invité à des fêtes de naissance, à des anniversaires. Depuis 6 mois, c'est donc à distance qu'il vit le conflit. Mais si la guerre se poursuit, Baptiste n'exclut pas de retourner en Ukraine. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français comme ça qui sont partis en Ukraine pour aider ? Alors jusqu'en Ukraine, ça me semble quand même assez aléatoire parce que jusqu'à la Pologne, on ne prend pas de risque. Après, il y a quand même des associations internationales qui sont structurées, qui sont organisées. Est-ce que c'est une... Nous, ce qu'on fait porter, j'ai une association localement, on s'arrête en Pologne et je déconseille à... Déconseiller, oui. Non, moi je ne couvre pas parce que quelque part, je ne voudrais pas créer des ennuis à notre ami l'ambassadeur de France en Ukraine. Vous-même, vous êtes présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat. En quoi ça consiste concrètement ? C'est l'un des plus grands groupes d'amitié. Oui, c'est le plus grand. Alors, au Sénat, nous avons des groupes d'amitié avec les parlements de tous les pays. Et le but, c'est d'avoir des échanges avec nos homologues parlementaires. Pour structurer l'aide également ? D'une façon générale, quand le pays n'est pas en guerre avec tous les pays, on échange, on s'invite, on se reçoit. Voilà. Bon, alors le groupe d'amitié France-Ukraine, on était 15 avant la guerre, maintenant on est 50. Oui, structurer l'aide, et puis ça permettait dans les différents départements, les collègues me disaient, tiens, chez moi il y a ci, il y a ça, qu'est-ce que tu me conseilles ? Voilà, moi ça m'a permis de me faire un réseau. Et je peux essayer de dépanner les uns et les autres. Et puis aussi de soutenir nos collègues parlementaires, parce que depuis le 24 février, eux, ils ont toujours continué à travailler. Moi, je les avais vus, j'avais noué des relations d'amitié quand j'y étais allée en 2021. Et quand le 25 février, ou enfin dans les jours qu'on suivit, on a fait une visio avec une collègue, les Russes étaient à Kiev, et on a réussi à faire une visio parce qu'ils n'ont jamais arrêté de travailler, et que la copine que j'avais laissée un an avant, quelques mois avant, elle avait un gilet pare-balles au Parlement, et qu'elle disait si vous pouviez nous envoyer, parce que nos gamins, ils sont en basket pour aller essayer de défendre leur pays, il nous faudrait juste des casques. On n'est pas préparé à ça. De quoi ont-ils le plus besoin aujourd'hui, les Ukrainiens sur place ? Alors déjà le soutien. Oui, mais le soutien. Bon, le soutien. On est là, WhatsApp, comment ça va, pas trop de coupures aujourd'hui. C'est important ça, ce soutien psychologique. Oui, on a eu Ils ont eux-mêmes une grande force morale.
Ils sont incroyables. Ouais. L'ambassadeur le dit, mais c'est vrai, les enfants de l'école française de Kiev à Kiev, alors c'est des gamins qui descendent quand même chaque fois qu'il y a une alerte, ils ont 5-6 ans, ils descendent dans les abris, et ils nous ont envoyé des vidéos, ils sont tous leurs blouses brodées, ils chantent en français. Ils sont incroyables. On parle de résilience, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même... sur le plus long terme, quand même des graves séquelles psychologiques à la fois pour ces enfants et pour les adultes. D'ailleurs, c'est un des arguments. Moi, je voyais une famille française qui habitait Kiev. Je les ai vus il n'y a pas longtemps. La maman est rentrée avec les enfants, le papa est homme d'affaires, parce qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires qui continuent à faire des allers-retours pour son business. Et elle me dit, j'ai laissé ma maison, on pensait rentrer, mais maintenant, si on revient, mes filles, je suis venue à Paris pour qu'elles soient à l'abri de tout ça. Si on retourne, elle va se retrouver avec des petits-enfants qui ont été vraiment traumatisés. Et nous, on les a mis là pour les mettre à l'abri de toute cette horreur. Mais est-ce qu'on va vraiment les ramener vers ça? C'est vraiment une question. Et ce d'autant que ça risque de durer encore, cette guerre en Ukraine. Merci infiniment, Nadia Sologoub. Merci à vous trois. Rappelons que La Voix du Nord sort une spéciale Ukraine tout le week-end. À voir dans tous les bons kiosques. À garder précieusement. Un supplément à garder précieusement. Merci à tous. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.